Les travaux des États généraux du sport se sont ouverts ce matin à Bamako. Les assises de 2 jours regroupent tous les acteurs du domaine ainsi que le gouverneur de région. L'initiative vise à apporter des réponses aux défis auxquels le sport malien est confronté en vue de lui donner un nouveau souffle. Séance plénière, les membres du Conseil national de transition ont adopté ce jeudi plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation, parmi lesquels celui portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou et le projet de loi déterminant les conditions et modalités d'emploi des langues nationales. Les forces de défense et de sécurité s'imprègnent des risques et dangers du dopage dans le milieu sportif militaire et les mécanismes de dépistage du VIH-Sida. Elles ont suivi ce matin une séance d'information et de sensibilisation sur la question. L'objectif est de leur permettre d'être mieux outillés afin d'agir contre ces deux phénomènes graves qui menacent l'intégrité physique. Les États de l'AES vers une coopération entre les services de météorologie. Des experts sont ici à Bamako pour jeter les bases solides de planification de cette coopération pour le bonheur des peuples de l'espace. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin au CICB l'ouverture des travaux des États généraux du sport. L'initiative vise à promouvoir le sport et à améliorer sa gouvernance dans notre pays en vue de lui donner un nouveau souffle. Ces assises regroupent le département, les gouverneurs des régions, les fédérations sportives et les acteurs du mouvement sportif. Elles doivent apporter des réponses aux défis auxquels le sport malien est confronté. Selon le chef du gouvernement, les résultats éclatants obtenus prouvent à suffisance la volonté du chef de l'État à soutenir le sport en vue de lui donner toute sa place dans le concert des grandes nations. Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. Faire le diagnostic des problématiques liées au sport et proposer des solutions idoines pour une meilleure gouvernance du secteur, tel est l'objectif principal assigné aux États généraux des sports, placés sous le haut parrainage du président de la transition et dont la cérémonie d'ouverture est présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Au regard des résultats obtenus ces dernières années, le sport malien ne se porte pas très mal. Néanmoins, il a besoin de faire l'état des lieux en vue de construire une nouvelle ambition sportive. Après les phases régionales, les acteurs venus de l'intérieur du pays et de Bamako se retrouvent pour la phase nationale. La tenue de ces États généraux constitue une étape historique et décisive pour bâtir une nouvelle vision stratégique du sport au Mali. Depuis 1991, après la tenue des États généraux de l'emploi et du sport, notre pays n'a pas connu des concertations de cette grande envergure. Pendant 2 jours, les acteurs et experts issus de toutes les disciplines et sensibilités réfléchiront ensemble, dans un esprit constructif et patriotique, à l'élaboration de réformes ambitieuses et durables, sans oublier le travail remarquable fait lors des concertations régionales et au niveau du district de Bamako. Par ailleurs, des sportifs de la diaspora et des personnes en lien avec le monde du sport au Mali et à l'extérieur ont apporté leur contribution à cette œuvre que nous voulons consensuelle. Ces États généraux se veulent inclusifs, participatifs et orientés vers l'action, afin de donner un nouveau souffle à notre écosystème sportif et garantir à nos jeunes, principaux bénéficiaires, des opportunités d'épanouissement, d'excellence et de réussite. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous marquent un tournant décisif dans la volonté commune de repenser, renforcer et projeter l'avenir du sport dans notre pays. C'est pourquoi il salue l'engagement personnel du chef de l'État pour le développement du sport à travers la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à Bamako et à l'intérieur du pays. Permettez-moi de renouveler encore une fois toute notre gratitude au chef de l'État pour ses efforts inlassables en faveur du sport. Les résultats éclatants de nos équipes nationales, tant sur le plan collectif qu'individuel ces dernières années, motivent son Excellence le Président de la Transition à soutenir davantage le sport. Parmi ces résultats, nous pouvons retenir entre autres les titres de double champion d'Afrique de basketball
moins de 18 ans filles et garçons gagnés à Pretoria en 2024. Champion d'Afrique de basketball, moins de 16 ans filles à Tunis en 2023. Vice-champion d'Afrique de football, moins de 17 ans garçons au Maroc en 2025. Champion d'Afrique de Vovinam, Viet Vo Dao, avec 16 médailles d'or en 2024 à Bamako. 3e place mondiale de football au championnat du monde en Indonésie en 2023. 3 médailles d'or en gymnastique aérobique en 2024 en Égypte. Mesdames et messieurs, en dépit des avancées timides dans certains domaines, comme la gouvernance, les textes, le financement et la promotion des infrastructures, les défis restent dans leur majorité sans réponses adéquates, malgré plusieurs assises et l'existence de documents d'orientation. Le sport pour tous n'est pas un luxe, selon le général de division Abdoulaye Maïga, mais une nécessité. Il est un outil diplomatique et un moyen de rayonnement international. Nous devons permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par sa vision, son organisation et ses valeurs. C'est en cela que je vous demande d'intégrer la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui est en effet un creuset de champions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali gagnent des trophées, tant au plan africain que mondial. Cultivons donc le rapprochement à travers un sport confédéral, c'est-à-dire le véritable sport des peuples. L'histoire retiendra sûrement ce moment comme le point de départ d'un nouvel élan sportif dans le cadre de la refondation de notre pays. Cela dépend en grande partie de notre capacité collective à travailler ensemble, à rêver grand et à agir avec courage et audace. Car comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Dans le sport, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend ». Fin de citation. Pendant les 2 jours de travaux, les échanges porteront notamment sur la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, ainsi que la promotion du sport féminin, du sport pour personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Les recommandations fortes ici de ces assises devraient aider les acteurs à relever les défis auxquels le sport malien est confronté. Je le disais également, les membres du Conseil national de transition en séance plénière ce jeudi dans le cadre de la session d'avril 2025. Plusieurs projets de loi ont été adoptés et certains renvoyés. Les représentants de l'organe législatif de la transition ont donné quitus au gouvernement à prendre une ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la BOAD. Ils ont aussi adopté le projet de loi portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. La séance était présidée par le président de l'institution, Malik Diaw. Les détails avec Alousseni Touri. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la Banque ouest-africaine de développement concerne le financement partiel de la phase 2 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. Le dit prêt, qui s'élève à 30 milliards de francs CFA, est en 2 tranches, une tranche concessionnelle de 5 milliards et une tranche souveraine de 25 milliards. La première tranche est remboursable sur 18 ans, alors que la seconde est payable en 12 ans. Le second projet de loi s'intitule « Ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou ». Ces 2 projets de loi, défendus par le ministre de l'Agriculture, ont été votés respectivement à 122 pour, 1 contre et 0 abstention et 125 voix, 0 contre, 0 abstention pour le second. Le premier, c'est la deuxième phase, la phase du programme de développement de l'irrigation dans les Bani, le bassin du Bani et puis à Séléngué. Cette deuxième phase consiste à consolider et à procéder à l'extension de la première phase qui a beaucoup concerné les grands investissements dans le domaine des aménagements agricoles. Le deuxième projet, ce n'est pas un financement, mais c'est un projet dont on a déjà adopté le financement concernant les plaines de Tombouctou, les écoles de Tombouctou. Nous avons déjà adopté le financement. Cette fois-ci, il s'agit tout simplement de lui donner un meilleur ancrage en les transformant comme service rattaché à la Direction nationale de l'agriculture. Parce que ces plaines de Tombouctou ont joué un rôle important dans l'économie de la région, dans l'alimentation de la région, à tel point que même au moment de l'insécurité où les bailleurs se sont retirés, les populations ont continué à produire. Les recommandations qui ont été formulées par toutes les commissions qui ont travaillé sur les 2 textes, que ce soit les plaines rizicoles de Tombouctou
le projet PDBS sont d'une grande pertinence. Et je pense que les rapports qui ont été présentés aussi sont de très bonne qualité. Et ça nous interpelle aussi par rapport à la mise en œuvre des activités des deux projets. Et je suis beaucoup réconforté aussi parce que ça prouve que, en tout cas, nos honorables ont souci du développement et de l'épanouissement de notre secteur agricole. Ce fut ensuite le projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues officielles du Mali. Ce projet de loi, défendu par le ministre, a été voté après amendement par 122 pour, 0 contre et une abstention. Le texte est un texte extrêmement important parce que les langues nationales impriment l'identité d'une nation ou d'un pays. Et il s'est trouvé que la commission de loi qui a été saisie de ce texte, qui est très sensible, et tout le monde se rappelle des débats houleux autour de l'avant-projet de constitution, du projet de constitution. Et pour arriver à ce résultat aujourd'hui, ce n'était pas donné. Mais grâce à Dieu et grâce à toutes les personnes engagées pour les réformes de ce pays, nous sommes arrivés à cette conclusion d'avoir un texte beaucoup plus en harmonie et en accord avec les aspirations du peuple malien. Ce texte-là est très important. Vous savez, il part de quoi? Il part de la Constitution du 22 juillet 2023, qui, en son article 31, érige nos langues nationales en langue officielle. C'est-à-dire que c'est un tournant majeur que cet article a introduit dans nos textes. Et la journée d'aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui, c'est extraordinaire aussi, parce que nous avons trouvé un cadre organique, c'est une loi qui va maintenant encadrer tout ça. 3 autres projets de loi sont sur la table d'adoption des membres du CNT. Journée de sensibilisation à l'école du maintien de la paix à Lune Blondimbe sur le dopage dans le sport militaire. L'initiative est du Centre de médecine du sport en partenariat avec le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Cette journée vise à sensibiliser les militaires sur deux fléaux, à savoir le dopage et le VIH-Sida. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants qui avait à ses côtés son collègue de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Reportage Daouda Kouni. Près de 200 militaires sportifs prennent part à la journée de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le dopage dans le milieu sportif militaire au Mali. Il s'agit d'informer et de sensibiliser les hommes en uniforme sur les risques et les dangers des produits dopants et sur les mécanismes de dépistage du VIH-Sida. Le dopage et le VIH-Sida présentent aujourd'hui un risque important pour la santé et pour la pratique du sport. Cette journée n'est pas simplement une action médicale ou sportive. Elle s'inscrit dans une vision citoyenne et patriotique, celle d'une armée malienne forte, professionnelle, disciplinée et surtout en bonne santé, prête à relever tous les défis. Le dépistage reste l'une des armes les plus efficaces pour freiner la propagation. Il permet de connaître son statut, d'avoir accès à un traitement en cas de besoin et surtout de vivre en pleine santé sans peur ni stigmatisation. Se faire dépister, c'est se protéger, protéger les autres et s'engager dans un avenir serein. La journée permettra aux militaires sportifs d'être outillés afin d'agir contre deux phénomènes graves qui menacent l'intégrité physique. En tant qu'institution républicaine, l'armée a pour devoir d'être un modèle. Elle ne peut pas tolérer la tricherie ni fermer les yeux sur des comportements à risque. Elle doit inspirer la confiance, la discipline et le patriotisme. L'engagement patriotique, ce n'est pas seulement défendre le territoire, c'est défendre la santé de nos soldats, l'éthique du sport et les repères que nous transmettons à nos enfants. C'est faire en sorte que chaque jeune Malien puisse dire « Je suis fort », non parce que j'ai triché ou pris à des risques inutiles, mais parce que j'ai choisi la voie de l'effort et de la dignité.
Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, c'est un devoir collectif d'alerter les jeunes, les sportifs et les forces de défense et de sécurité sur les dangers du dopage dans le sport et la propagation du VIH-Sida. Et c'est communiqué dans le cadre de la mission de surveillance permanente du territoire. L'exploitation des renseignements d'intérêt militaire continue de donner des résultats opérationnels positifs. Ainsi, dans la nuit du 23 au 24 avril 2025, la patrouille du ciel a repéré des mouvements de groupes armés terroristes dans le secteur de Inafarak, région de Kidal. Après de longues heures de filature, l'analyse de leur attitude et l'exploitation de leur empreinte technique conforme aux signalements et renseignements des bases de données des services de renseignement de l'AES ont conduit au déclenchement d'une frappe de précision hors de Toulier, habité à 128 km au nord de Thessalite. Plusieurs combattants terroristes ont été neutralisés et leurs moyens de combat anéantis. Le quadrillage de la zone par un certain nombre de vecteurs a permis de suivre d'autres mouvements terroristes non loin du premier groupe. Ils ont également été foudroyés avec la neutralisation d'une dizaine de combattants et leurs moyens de combat. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des unités engagées et demande aux populations de continuer à se démarquer des groupes armés terroristes. L'état-major général des armées met en garde toute personne tentée de porter une quelconque assistance aux groupes armés terroristes passibles de l'exposer à de graves conséquences. Unis, nous vaincrons. 5e session du comité de pilotage stratégique de la refondation de l'État. L'initiative est du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. La session à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des départements ministériels ainsi que les points focaux vise à renforcer la mobilisation de tous les acteurs dans la mise en œuvre du cadre stratégique, puis harmoniser les différents points des actions sur la base des orientations de la refondation de l'État. Les points de la session avec Aridou Matina. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR, dans la poursuite de ses missions, rencontre les secrétaires généraux des départements ministériels, les points focaux et les directeurs de CPS pour échanger autour du livre des indicateurs issus du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le comité de pilotage constitue le creuset d'échange entre des acteurs clés de la mise en œuvre des recommandations des assises de la refondation et celles des différents forats nationaux. Au nom des secrétaires généraux des départements ministériels, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges autour de la nouvelle dynamique d'intégration des recommandations dans un cadre unifié de planification et de gestion. Il y a 2 ans s'est déroulée cette même session stratégique de la refondation de l'État. Comme les choses ont évolué, il y a eu des états généraux. Il était donc nécessaire de reprendre le même exercice, mais cette fois-ci sur une nouvelle base pour avoir un point de vue commun sur les nouveaux documents. La nouvelle base, c'est que quoi? C'est que les ANR ont engendré des états généraux. Et ensuite, maintenant, il y a eu ce qu'on appelle le dialogue intermalien et les états généraux ont produit des recommandations, tout comme le dialogue intermalien. C'est de nouveaux outils que le CNCR effectivement a travaillé pour mettre en conformité avec les recommandations des assises nationales de la refondation. Ces nouveaux outils, avant d'entrer en discussion avec les responsables des politiques gouvernementales, nous avons le devoir effectivement d'en discuter avec en fait les secrétaires généraux, les points focaux et les directeurs des CPS. Cette 5e session du comité de pilotage a été marquée par une communication relative à la présentation du nouveau dispositif de suivi et évaluation du cadre. Le dit atelier devra aboutir à des recommandations pertinentes qui contribueront à la formulation des orientations sur les futures actions de gestion du cadre stratégique de la refondation de l'État élargi selon les responsables.
Et cet autre communiqué dans le cadre de la mission de surveillance permanente du territoire à l'exploitation des renseignements d'intérêt militaire continue de donner des résultats opérationnels positifs. Ainsi, des recoupements suivis de recherches fructueuses ont permis de localiser et suivre les mouvements de quelques groupuscules de terroristes dans le secteur de Téné, région des Sangs, en début d'après-midi du 23 avril 2025. L'emploi coordonné de plusieurs sources et capteurs a révélé la convergence de quelques colonnes de terroristes ralliant un site de réunion en vue de planifier des actions criminelles contre les populations. La patience dans la filature des services FAMA a permis de mener jusqu'au lieu de la réunion aménagé sous le couvert végétal dans le secteur de Mayarasso. Malgré leurs tentatives de camouflage sous les feuillages des arbres, le site de la réunion a été traité avec succès à 6 km au nord-ouest du chef-lieu de la commune de Baramandougou, sous-préfecture de Téné, région des Sangs. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés, dont Hassana Sangare alias Abou, natif de la localité de Si, et Saïdou Sidibé alias Djabirou, natif de la localité de Touara, ainsi qu'un important stock logistique. L'exploitation des frappes est en cours avec des moyens aéroterrestres. L'état-major général des armées félicite le professionnalisme des personnels engagés dans cette opération qui démontre la qualité de la préparation, de l'exécution coordonnée d'une mission complexe et de son exploitation ultérieure. Par ailleurs, il demande aux populations de continuer à se démarquer des terroristes. Les FAMA poursuivent avec détermination la noble mission de défense de l'intégrité du territoire national, de protection des personnes et de leurs biens. Unis, nous vaincrons. Le sport, une discipline passionnante qui suscite des débats au niveau des différentes commissions de travail. 5 sous-thèmes ont fait objet d'échanges, notamment les infrastructures sportives, le financement du sport, le cadre juridique, la gouvernance. Des débats houleux qui dénotent de l'intérêt que chacun accorde à la promotion du sport au Mali. La synthèse de cette première journée avec Abdul Karim Kaba. Assurer le renouveau du sport malien, tel est l'objectif des États généraux du sport. La phase nationale offre l'opportunité aux différents acteurs de mener des débats constructifs. Elle doit permettre d'identifier les priorités. C'est pourquoi 5 sous-commissions thématiques sont constituées. Dans le premier panel, cadre juridique, le débat est tendu, surtout quand il s'agit de faire des propositions de sortie de crise. Je pense que la création d'une loi visant à protéger les femmes, les filles, contre toute forme de violence, que ce soit sexuelle, que ce soit psychologique. Vraiment, je pense que c'est important. Non. Quand je parle, on écoute, on vous a écouté. On a dit dans les solutions proposées, mais on n'a pas dit dans les recommandations. Hein. C'est les recommandations qui seront traitées. Ce n'est pas les solutions qui seront traitées. J'ai dit qu'il faut déplacer ça dans les recommandations. C'est une nécessité aujourd'hui. Voilà, c'est une nécessité. Création de cette agence et création de cet office. Renforcer les politiques d'accompagnement et tracer une feuille de route claire du sport au Mali, telle est la vision de tous les acteurs. La deuxième sous-commission, gouvernance administrative et organisationnelle, les participants ont tenu à éclairer les lanternes sur l'interprétation de certains textes. D'autres canons d'appréciation pour qu'on puisse prendre le président de cette commission, que ce ne soit pas seulement le comité olympique qui le désigne ou qui le propose. C'est ce que nous voulons. Parce qu'il y a une question de manque de neutralité à ce niveau. Pour ne pas qu'on aille à chaque fois devant les institutions judiciaires internationales. C'est ce qui a amené l'idée de création de cette commission centrale d'arbitrage. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre 2017 et 2025? Pratiquement non fonctionnel. Dans le panel consacré aux infrastructures, il y avait de la tension dans l'air et des fois la passion l'emporte sur la raison. Et le stade de 26 mars est homologué dans tous les paramètres. Aujourd'hui, on peut recevoir les matchs de la FIFA. Mais d'ici 1 an, si les nouvelles dispositions sont prises, nous ne pouvons plus respecter ces matchs-là. Certains ont dit qu'il ne faut plus donner aux religieux, il ne faut plus donner aux artistes. J'ai dit non, on donne à tout le monde. Mais il y a des normes d'utilisation qu'il faudra respecter. Il faut qu'on les applique au Mali. Aux normes modernes, comme le VAR, ça veut dire c'est un exemple. Comme le VAR en football, c'est tout.
Pour mieux entretenir les infrastructures, il faut des ressources humaines qualifiées. Et sur la question, chacun a sa petite contribution. Tout ce qui est structure d'encadrement et de formation des jeunes en matière de sport. Il ne faut pas se limiter aux écoles parce qu'il faut aller d'abord les salles, ça concerne les arts martiaux d'une manière générale. Dans le 5e panel qui a trait au financement du sport, les participants ne vont pas avec le dos de la cuillère, car l'argent est le nerf de la guerre. C'est du business aujourd'hui, c'est du business. Le mot peut choquer des gens, mais si tu ne dis pas ça, tu ne dis pas la vérité. Le sport est devenu, c'est du business. Investment. Merci beaucoup. Voilà, okay. Parce que nous, dans le temps, on disait, bon, ok, on va pour les honneurs, pour les honneurs, là, ça, c'est... Et ils l'ont fait, nous on l'a fait, d'autres l'ont fait. Aujourd'hui, on veut que les gens vivent de leur art, de leur sport. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Aujourd'hui, le sport, c'est une industrie. C'est une industrie. Aujourd'hui, l'INDS est vraiment dans une dynamique de développement des ressources humaines dans ce domaine-là. En clair, les États généraux du sport constituent un moment idéal de réflexion collective sur les enjeux et les défis du secteur sportif malien. De ces échanges, des recommandations seront formulées en vue d'une transformation durable et inclusive du sport malien. Les mosquées Imam Bari de Banankabougou et Bilali des 3743 logements sociaux de Tabakoro sont les bénéficiaires des 418e et 419e fourrages des œuvres sociales du président de la transition. Les deux infrastructures ont été remises ce matin aux fidèles de la mosquée et aux populations des deux quartiers en présence des autorités coutumières et des responsables de la commune 6. Le point avec Serou Traoré et Idrissa Traoré. Des bénédictions formulées par des enfants de Banankabougou pour remercier le président de la transition pour la réalisation du 418e fourrage a donné le ton de la cérémonie. Les autorités traditionnelles, les leaders des organisations féminines et les représentants de la collectivité apprécient la générosité du président de la transition. Nous sommes à notre 22e inauguration de réalisation des fourrages en commune 6 dans les quartiers de Sénou, Faladje, Nyamakoro, Mayambougou, Yirimadjo, Banangabougou, tant en milieu scolaire au niveau de la population, en passant par les lieux de culte et les lieux de santé. Quant au 419e fourrage, il est réalisé dans l'enceinte de la mosquée Bilali des 3743 logements sociaux de Tabakoro. L'infrastructure a été accueillie par des messages de remerciement et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui très heureux à Tabakoro car sans eau, il est difficile de s'épanouir. Au-delà de la mosquée, le fourrage est là pour tout le quartier. Celui qui te donne de l'eau potable prend compte tes préoccupations en main. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté surtout. En voyant les communautés, comment ils accueillent ces fourrages-là, ça veut dire que nous venons au point nommé. Le manque d'eau potable est crucial aujourd'hui dans le monde entier et surtout au Mali. Le président de la transition, à travers les œuvres sociales, a voulu faire agir sa solidarité, son patriotisme en apportant de l'eau à ces communautés-là. Avant de quitter les lieux, le conseil spécial a insisté auprès des populations sur l'entretien tout en faisant des bénédictions pour le Mali et soutenir les forces de défense et de sécurité dans leurs efforts de sécurisation. La lutte contre le paludisme a fait son bonhomme de chemin au Mali chaque année. Ce sont de nouveaux défis à relever pour le département chargé de la santé et ses partenaires de lutte qui sont l'OMS, Gavi et l'UNICEF. Pour la commémoration de l'édition 2025, conformément au thème « Le paludisme s'arrête avec nous, réinvestir, réimaginer, raviver », le Mali franchit une étape décisive de sa démarche avec le lancement du vaccin antipaludique. Awa Adama Koulibaly et Aruna Diarra pour plus de détails. Une seule piqûre de l'anophèle femelle suffit pour contracter la maladie. Chaque minute, c'est environ une personne qui succombe au paludisme. Plus de 90% de l'ensemble des cas sont enregistrés dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé. Le Mali n'y échappe pas. Cette maladie constitue un véritable problème de santé publique et une priorité au Mali. En 2024, selon DHS2, ce fléau a constitué la première cause de morbidité avec 39,4% et de mortalité avec 25%. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans représentaient les couches les plus affectées.
D'ores et déjà, beaucoup d'efforts ont été déployés en stratégie, sensibilisation et différents moyens de lutte, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Ceux-ci ne suffisent plus. C'est pour ces raisons que le gouvernement du Mali et ses partenaires ont jugé utile de faire recours au vaccin antipaludique R21, qui est un outil innovant dans la lutte contre le paludisme. Nous sommes disposés à le mettre en œuvre dès demain lors de ce lancement couplé pour le grand bonheur de la population malienne en vue de booster nos efforts dans la réduction des fardeaux de cette maladie. La stratégie hybride que nous avons adoptée comme démarche concernant les enfants de 5 à 36 mois de 19 de nos districts sanitaires, avec une extension en 2026 à 33 autres districts sanitaires. Ce vaccin est le fruit de 38 années de recherche autour des parasites responsables du paludisme. Le Mali a acquis 927 800 doses pour à peu près 600 000 enfants. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a tenu ce matin la 24e session ordinaire de la structure. Cette session se veut décisive dans le fonctionnement de la structure. Dans l'agenda du jour, le remembrement du bureau et des commissions permanentes. À l'ouverture des travaux, les élus consulaires ont adopté le rapport d'activité et financier de 2024, le plan d'action de 2025 et son budget prévisionnel. Compte rendu, Djemba Moussa Kounati. L'exercice budgétaire de l'APCM au titre de 2025 est fixé en recettes et en dépenses à plus de 400 millions de francs CFA, soit une augmentation de 1,44% contrairement à celui de 2024. Au cours de cette 24e session de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, outre le rapport d'activité et financier de 2024, le plan d'action de 2025 et son budget prévisionnel, les élus consulaires procéderont au remembrement du bureau et des commissions permanentes. L'espoir est permis au regard de l'initiative que le ministre chargé de l'artisanat, M. Mamoud Dafé, vient de prendre en décidant de doter 300 artisans de kits solaires. Je ne doute point que les artisans puiseront dans leur génie créateur pour magnifier à travers des œuvres l'année de la culture. Au cours de cette session, le ministre en charge de l'artisanat a salué l'engagement des artisans auprès des autorités de la transition pour la réussite de l'année de la culture décrétée par elle. Je salue les initiatives prises par le président de l'APCM et les présidents des chambres de métiers dans le sens de la mise en œuvre des actions concrètes et visibles. J'estime pour ma part que l'organisation de la 5e édition du Salon international de l'artisanat, SIAMA, qui coïncide avec l'année de la culture, doit être un moment privilégié de faire rayonner notre diversité culturelle. L'occasion était opportune pour le ministre Dafé, accompagné de son collègue de la formation professionnelle, de visiter le chantier du Centre de ressources pour l'artisanat de l'APCM, un centre composé de 5 pôles. Tout ce que nous venons de visiter nous donne juste des idées. Nous sommes déjà sur des projets initiés par le ministre de tutelle et nous allons voir comment mettre en synergie nos efforts pour pouvoir accompagner davantage ces artisans. Les artisans ont choisi cette occasion pour y remettre un cadeau à leur ministre, un geste qui magnifie l'année de la culture dans notre pays. Et cette annonce le rôle de la femme dans la promotion de la culture, la femme vecteur de paix, de développement et de résilience dans les États de la Confédération de l'AES. Ce sont les principaux thèmes de la conférence débat qui se tiendra le 26 avril 2025 à Bruxelles dans la salle Excelsior rue El-Oy Anderlecht, organisée par l'Association des femmes maliennes de Belgique Mousso Iriwaton en partenariat avec les femmes de l'AES. Ce rendez-vous se veut également une contribution de la diaspora, notamment sa composante féminine au rayonnement de l'initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de faire de 2025 l'année de la culture. Cet événement, qui sera très riche et varié, est placé sous le parrainage des épouses des ambassadeurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les communautés africaines belges et d'ailleurs y sont vivement invitées.
Ouverture hier à Bamako du 6e congrès de la Société africaine de médecine interne. Cette rencontre se veut une tribune d'échange d'expériences entre les internistes et autres spécialistes en médecine de plusieurs pays africains. Les maladies inflammatoires chroniques, le diabète et autres maladies métaboliques sont quelques pathologies abordées à cette 6e édition. Mariam Kone a suivi la cérémonie d'ouverture. Suivons. Après leur rencontre de Niamey en 2023, les membres de la Société africaine de médecine interne se retrouvent à Bamako pour le 6e congrès. Une opportunité pour les experts, praticiens et chercheurs venus des 4 coins du continent et d'ailleurs d'échanger leurs expériences afin de transmettre aux plus jeunes des connaissances fondamentales dans la prise en charge des patients. La médecine interne en tant que spécialité fondamentale joue un rôle essentiel dans la prise en charge des maladies complexes et chroniques qui touchent nos différentes populations. Dans un contexte où les défis sanitaires en Afrique sont nombreux et variés, des maladies infectieuses comme le paludisme, le VIH-Sida, aux maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, notre expertise et également notre dévouement sont plus que jamais requis. Pour les organisateurs, il est crucial de renforcer les capacités de diagnostic précoce et la gestion efficace des maladies métaboliques, en particulier le diabète, qui prend une ampleur préoccupante avec une estimation de 33 millions de cas en Afrique d'ici à 2030. Ce congrès doit être l'occasion pour nous de former, d'harmoniser les pratiques et de plaider pour plus d'investissement dans la recherche africaine. Durant 3 jours de travaux, les spécialistes échangeront également sur des maladies inflammatoires chroniques et sur les leçons tirées des épidémies comme Ebola, la dengue ou le Covid-19 qui ont secoué le monde. Notre devoir, c'est celui d'avancer ensemble, jeunes et moins jeunes, donc vers une famille grande qui va fédérer les médecins francophones, internistes, qui va jeter les bases d'une collaboration avec toutes les spécialités d'organes. Rappelons que ce congrès se tient tous les 2 ans depuis la création en 2014 de la Société africaine de médecine interne pour une meilleure santé en Afrique. Une trentaine de professionnels de médias sont à l'école de la HAC et de l'UNICEF à Koulikoro. Les 2 partenaires ont initié une session de formation à l'intention de ces professionnels de la communication. Il s'agit de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'application des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection et à la promotion de l'image des enfants par les 10 médias. À travers cette formation, ils seront également outillés de connaissances relatives aux principes des droits de l'enfant. Reportage Adama Traoré. La ville de Koulikoro abrite un atelier de formation de 2 jours à l'intention des professionnels des médias. Il est initié par la haute autorité de la communication, la HAC, en collaboration avec l'UNICEF. La session de formation a pour but de renforcer les capacités des professionnels des médias à travers un thème d'une importance capitale. Il s'agit de l'application des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection et à la promotion de l'image des enfants par les médias. Cette formation que nous lançons a un double objectif: renforcer les compétences des professionnels des médias sur les normes éthiques et juridiques relatives aux droits de l'enfant et favoriser une représentation médiatique plus juste, plus humaine et plus respectueuse des enfants dans l'espace public. Nous avons réuni ici une trentaine de professionnels des médias venus de divers horizons, à savoir la presse écrite, la presse audiovisuelle, les médias en ligne, pour partager des connaissances, des expériences et des outils pratiques. À une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante, vous, professionnels des médias, devenez un immense pouvoir. Et avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. Imaginez un monde dans lequel chaque enfant se sent en sécurité, valorisé et respecté. Un monde où leurs voix sont amplifiées, leurs histoires racontées avec dignité et leurs droits pleinement protégés. Ce monde n'est pas une utopie,
Les autorités en charge de Koulikoro réitèrent un engagement accru à promouvoir les droits de l'enfant. Le thème de cette formation, en lien avec les droits de l'enfant, résonne avec les priorités du gouvernement de la République du Mali en matière de protection de l'enfance, de gouvernance responsable et de développement humain durable. Durant 2 jours, les participants seront encouragés à une meilleure prise en compte de l'image, de la voix et de l'écrit sur les enfants dans les productions médiatiques. Processus d'élaboration d'une plateforme de coopération entre les services de météorologie des États membres de l'AES. Une rencontre des experts se tient depuis ce matin ici à Bamako. Elle vise à fournir à l'espace régional des bases solides de planification. Les échanges seront notamment axés sur l'état de mise en œuvre des résolutions issues de la première rencontre à Niamey au Niger il y a 6 mois. Tiamoko Konati. Incertitude saisonnière marquée par le dérèglement climatique dans l'espace AES, déstabilisant les systèmes agricoles. Une triste réalité contre laquelle s'insurgent les pays membres de l'organisation régionale en renforçant les services météorologiques. Une synergie d'action fondée sur ce qu'il est convenu d'appeler une coopération technique, scientifique et institutionnelle. Une plateforme de coopération fondée sur le partage des données, des compétences et des outils. Un cadre institutionnel aésien fort, durable et résolument tourné vers les besoins concrets de nos populations. Abondant dans le même sens, les partis burkinabés et nigériennes rappellent la nécessité de cette coopération avant de saluer les efforts déployés pour y parvenir. Plus que jamais, la collaboration entre nos services météo est essentielle pour anticiper ces défis et y apporter des solutions durables et innovantes. Cet atelier constitue une plateforme cruciale pour renforcer notre synergie, harmoniser nos efforts et avancer vers une gestion coordonnée des impacts climatiques. Cet exercice est d'une importance capitale dans la mesure où ça nous permet d'anticiper, je vais parler de la prévision saisonnière et du forum qui va suivre, de savoir quand est-ce que les prestations vont commencer globalement, quand est-ce qu'elles vont finir, la quantité de pluies attendues, mais aussi les pauses pluviométriques en début comme en fin de saison. Ce rendez-vous de Bamako est la suite logique d'une première rencontre tenue à Niamey au Niger il y a 6 mois. Il s'agira pour les participants de procéder à une évaluation des résolutions issues de la dite rencontre afin de créer une plateforme de planification stratégique. Et cela augure, n'est-ce pas, de votre engagement dans les questions de météorologie. La météorologie, vous le savez, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Les jalons de la coopération entre les pays membres de l'AES en matière météorologique sont à présent posés. Il s'agit pour les experts de l'organisation régionale de renforcer les acquis à travers cette rencontre qui constitue une étape stratégique du processus. Après 2 jours de travaux dans la capitale burkinabé, l'atelier d'examen et de validation du projet de création de la radio de l'Alliance des États du Sahel se referme sur plusieurs propositions. Des échanges directs entre experts en communication et hommes des médias du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont permis de mettre à la disposition des autorités de l'AES des éléments nécessaires pour mieux cerner tous les contours de la création de cet important outil de communication. La radio de l'AES sera installée à Ouagadougou avec des relais au Mali et au Niger. La conclusion des travaux avec Konsou Koulibaly et Isia Kanana. Bientôt une radio au sein de la Confédération des États du Sahel. Un outil majeur de communication dans l'espace confédéral, le reflet surtout de l'engagement des 3 pays à s'assumer et à favoriser l'intégration dans l'espace commun. La radio de l'AES aura donc une station principale à Ouagadougou avec des relais à Bamako et à Niamey. Elle émettra en continu 24 heures sur 24 avec une grille de programmes riche et variée qui tiendra compte des langues nationales des 3 États membres de l'AES. La radio sera donc le reflet de notre engagement à nous assumer et à favoriser l'intégration dans notre espace commun. La radio devra d'une part contribuer à consolider les mécanismes de communication de l'AES
face aux défis sécuritaires et informationnels, participer à l'éveil des consciences et au changement positif de comportement, et d'autre part, elle servira de tribune de communication pour les États membres de l'AES. C'est dire que c'est une radio confédérale à même d'offrir aux populations des 3 pays de l'information juste et vraie, adaptée aux réalités et aux enjeux des peuples. Pour une mise en œuvre diligente de la station de la Confédération, ces experts, après 2 jours de conclave à Ouagadougou, s'accordent sur les modalités de son implantation. Les experts ont proposé à ce que les 3 pays soient au même niveau de plateau technique avant la date du lancement de la radio AES. Les experts ont également proposé la signature de conventions entre certaines structures étatiques et enfin l'aspect technique. À ce stade également, les experts ont convenu la nécessité de faire une mise à niveau des équipements techniques au niveau des pays. La radio AES se veut un média de service public. Elle devrait surtout permettre aux populations de s'informer, d'analyser les enjeux auxquels elles font face afin de se mobiliser pour être les principaux acteurs de développement de leur espace confédéral. Avec le projet de mise en place de la radio de la Confédération des États du Sahel, c'est un grand pas de franchi donc dans l'opérationnalisation des médias au sein de l'espace confédéral. Le Premier ministre du Niger est à Washington où il prend part aux réunions de printemps. Ali Mohamed Lamine Zein a eu des séances de travail avec le groupe pays et le groupe Afrique de la Banque mondiale. Il a également reçu en audience le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. En mission de travail à Washington, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a reçu en audience le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, en présence des membres de la délégation. Les 2 partenaires ont passé en revue les différents projets et programmes de la Banque mondiale dans notre pays. Avec le Niger, nous avons une collaboration très bonne, excellente en réalité. Nous avons des conversations très franches. Le Niger défend toujours de très bonne manière ses propres intérêts. Et la Banque mondiale ici est pour accompagner le Niger. Dans la même dynamique, au siège de la Banque mondiale, cette fois-ci, l'importante délégation nigérienne a eu une séance de travail avec l'équipe pays de la Banque mondiale. Le Niger dispose d'un des portefeuilles les plus significatifs de l'Afrique de l'Ouest avec un important engagement. Notre portefeuille actuel de près de 4 milliards de dollars témoigne de cet engagement mutuel et place le Niger parmi les pays ayant des engagements les plus significatifs du groupe de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zein, a rappelé aux partenaires les récentes évolutions sociales, politiques et administratives du Niger voulues par le peuple. Nous avons pour cela besoin des partenaires. Les partenaires, c'est la banque. La banque, pour nous, est un partenaire de choix. Je voudrais apprécier la qualité de notre coopération. Je dirais simplement que cette réunion est pour moi la plus importante, c'est sûr. On ira voir le management, mais les échanges que nous aurons nous permettront de savoir d'où on vient, où est-ce qu'on est et où on va. Le portefeuille du Niger a été présenté aux 2 délégations. La Banque mondiale finance des projets et programmes dans des secteurs de l'hydraulique, de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, du développement social et urbain, de l'environnement, entre autres. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a également pris part à la réunion de la circonscription du groupe 2 Afrique, une première qui intervient alors que l'Afrique subsaharienne se retrouve avec une 3e chaise au conseil d'administration du groupe dans le cadre des réformes de la gouvernance de la Banque mondiale. Dans
le cadre de la célébration de la journée communautaire Afrique-Moyen-Orient, Internet Society Mali a organisé une nuit de reconnaissance à l'intention des premiers acteurs de Internet au Mali. L'initiative vise à mettre plus en lumière les hommes et les femmes qui ont été les pionniers de l'Internet au Mali. 4 catégories ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution dans la promotion de l'écosystème de l'Internet au Mali. Mohamed Namakita pour les détails. Les structures précurseurs du secteur du numérique au Mali ont massivement répondu présent à cette première nuit de reconnaissance de Internet Society Mali. En Afrique, le Mali est parmi les bons élèves de l'utilisation et de la promotion d'Internet, c'est là grâce au sacrifice des premiers acteurs qui ont cru au tout début à cette technologie. Ces hommes et ces femmes en général ne sont pas connus du grand public, raison pour laquelle nous, en tant qu'Internet Society, nous avons décidé de les mettre en lumière. Notre association, ça fait 3 années, elle est la première à cause de ses activités en Afrique. Dans la sous-région, il n'y a personne dans les 10 premiers chapitres sur le plan africain, sauf nous. Partenaire historique de Internet Society Mali, le gouvernement, à travers les départements en charge de la communication et de l'économie numérique, apprécie le travail de la société dans la promotion d'Internet au Mali. Nous devons bâtir un écosystème numérique robuste autour des infrastructures de qualité, connectivité large, technologie avancée et résilience des réseaux, d'une abordabilité réelle, aussi bien pour les services que pour les équipements. Je me réjouis aussi au cours de cette soirée de voir le niveau de collaboration entre Internet Society et le ministère en charge des technologies de l'information et de la communication, qui fait un travail impeccable, qui les encourage et les soutient beaucoup. Et c'est grâce à ça que le Mali, d'ailleurs, se retrouve premier autant de fois successivement en Afrique. Et donc, c'est beaucoup à encourager. Aussi, cette première nuit a été une occasion pour Internet Society Mali et ses partenaires de situer le contexte de la journée communautaire Afrique-Moyen-Orient par visioconférence et de se faire une idée de l'expertise des spécialistes sur l'objectif de garantir Internet pour tous au Mali. Plus de 250 écoles sont fermées dans la région de Tombouctou, privant du coup 45 000 enfants de leur droit à l'éducation. Pour alléger cette épineuse question, les acteurs de l'école sont réunis pour faire un diagnostic participatif communautaire en faveur de la réouverture de ces écoles avec l'appui de l'UNICEF. Reportage Najim Baba Sissi, Abdoulaye Sissi. Cette rencontre regroupant l'ensemble des acteurs régionaux de l'éducation vise à faire un diagnostic participatif communautaire afin de faciliter la réouverture des écoles fermées dans la région de Tombouctou, estimée à plus de 250 établissements. Plus de 45 000 enfants perdent ainsi le chemin de l'école, des écoles relevant des académies d'enseignement de Tombouctou et de Gourmararous. Les écoles sont formées pas seulement suite à l'insécurité, mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a les nouvelles créations aussi qui sont là, qui ont gonflé le lot, mais il faut l'engagement de tout le monde, de tous les acteurs, surtout des communautés, pour essayer de voir, en tout cas, voir comment rouvrir ces écoles. Cette situation préoccupe à la fois l'État et les partenaires qui mettent en œuvre des projets et programmes pour le bien-être des enfants afin de leur garantir leurs droits fondamentaux. Depuis la reprise des activités éducatives en 2013 dans la région, l'UNICEF s'est engagé à accompagner les acteurs de l'éducation à travers l'amélioration des infrastructures scolaires ainsi que le renforcement des capacités de l'administration scolaire. Malgré les efforts déployés par l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, plus d'une décennie après, 258 écoles restent encore fermées. Je fonde espoir de ces concertations de 3 jours que vous ferez le maximum afin de parvenir à l'ouverture de plusieurs écoles d'ici la rentrée scolaire 2025-2026. La situation de ces enfants ôte le sommeil à chacun de nous et à chacune, surtout quand on sait qu'ils n'ont rien fait pour mériter un tel sort. Donc nous avons le devoir, dès lors qu'il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, d'aller de l'avant et de faire de notre mieux pour y parvenir à solutionner. Ces concertations qui dureront 3 jours permettront aux acteurs d'explorer toutes les possibilités et mettre en place des stratégies et recommandations pour ouvrir les écoles fermées.
Pour rappel, en 2022-2023, une rencontre de ce genre a considérablement réduit ce taux. Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique dans la cité des Balanzons. À travers cet atelier, il s'agit pour l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics de mieux outiller les acteurs locaux sur les procédures de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. Honoré Tchenou et Bassi Traoré pour plus de détails. En initiant cet atelier, l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics renforce les capacités des acteurs de la commande publique de la région de Ségou. Une formation axée sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations des services publics. La qualité du système de passation des marchés publics est un indicateur important de la gouvernance d'un pays. Il établit que la performance du système de passation des marchés dépend d'une part du cadre juridique et d'autre part de la capacité des acteurs qui l'animent, d'où l'importance de ces sessions de formation. 12 jours sont mis à profit pour traiter des thématiques se rapportant au perfectionnement, administration et secteur privé, le règlement des litiges entre autres, toutes choses qui permettront aux participants de mieux cerner les procédures nationales de passation de marchés publics. La maîtrise de l'outil de la passation des marchés publics constitue un des moyens efficaces permettant d'améliorer la qualité de vos interventions. Et ces sessions sont l'occasion d'échanger en profondeur sur la problématique des marchés publics et des délégations de services publics. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la sous-région, est résolument engagé à promouvoir une gouvernance économique vertueuse et une efficience des dépenses publiques. La formation des acteurs dans ces domaines a toujours été une priorité des plus hautes autorités du Mali, et cela depuis quelques années maintenant. Ils sont au total 168 participants venus des cercles de la région de Ségou et le district de Bamako. La coopérative Moukansi, à travers la direction des petites et moyennes entreprises, a commémoré samedi dernier la journée du 8 mars. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits des femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie économiques et financières. Notre équipe de reportage sur place, Fatoumata Touré et Draman Diara. La détermination, le courage, la bravoure et le dévouement, voici entre autres forces des femmes maliennes. C'est pourquoi la coopérative Moukansi, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, a organisé cette cérémonie pour rendre hommage aux femmes battantes. C'est d'informer les femmes sur les activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent avoir leurs autonomies. Et travailler ensemble pour se développer dans l'entente et la cohésion. Moukansi, cette coopérative lutte pour le bien-être de la famille, l'autonomisation des femmes et la participation effective de celles-ci à la vie économique de notre nation, le Mali. La marraine de la cérémonie n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction avant d'encourager les braves dames de Moukansi. Alors c'est vraiment un sentiment de joie et de grande satisfaction que d'être là en qualité de marraine à l'occasion des festivités du 8 mars organisées par la coopérative Moukansi, qui est une coopérative très dynamique et très engagée pour la promotion des femmes et surtout pour l'autonomisation des femmes. Donc c'était plus qu'un devoir que d'être là aujourd'hui pour leur témoigner tout notre soutien et notre accompagnement à toutes ces belles initiatives qu'elles sont en train de prendre et pour le bonheur des femmes du Mali. Je me réjouis, Madame la Présidente, de constater que déjà vous travaillez avec notre département. L'ANPE est une structure du ministère qui exécute les activités, les projets, programmes du ministère. Et pour faire simple, vous dire, comme j'ai eu à le dire hier, je préfère venir à ce genre de cérémonie. Parce qu'en réalité, vous êtes nos cibles. La journée a également été marquée par des expositions de produits, une remise d'attestations de reconnaissance et des prestations artistiques apportant une touche festive à la cérémonie.
Développer le goût de la lecture et de l'écriture chez les jeunes, c'est l'objectif que se fixe le club de lecture Calamblon. Depuis près de 5 ans, il mène un certain nombre d'activités dans ce sens, parmi elles des séances hebdomadaires de lecture avec la présence d'auteurs. Conscient que la jeunesse est très attirée par les outils numériques, Calamblon compte aussi les mettre à profit dans la promotion de la lecture. Son président Mamadou Issa Samake répond aux questions de Yaya Kounate. C'est un extrait de l'émission L'invité de la semaine que nous vous proposons ce soir. Ce qu'on déplore un peu, ça c'est le cas de la majorité. Sinon, je dirais que ces outils-là aussi sont exploités à bon escient. Notamment, il arrive parfois que quand on a une rencontre littéraire, que les livres soient disponibles en format PDF et on les partage à l'ensemble des membres du groupe via les réseaux sociaux. Donc cela permet aux participants à la rencontre de prendre connaissance du contenu du document, de mieux se préparer pour faire des contributions, pour éventuellement poser des questions parce qu'ils ont reçu les livres à l'avance et qu'ils les ont exploités. Donc ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. De nos jours, nous avons des livres en format audio qu'on peut télécharger sur des plateformes numériques. Nous avons des livres aussi en format. Nous avons des exposés, des résumés de livres en format vidéo qu'on peut regarder. Donc tout ça, ce sont vraiment les avantages des réseaux sociaux. Mais peut-être de façon majoritaire, nous voyons que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ce genre de choses, ne se tournent pas vers ça. Donc peut-être les défis seraient de faire en sorte que la majorité des jeunes puissent prendre conscience de l'importance de la lecture pour leur formation, pour leur avenir et éventuellement intégrer ces réseaux sociaux dans leur quotidien dans le but d'apprendre et non pas de se distraire. L'invité de la semaine a retrouvé après les informations de météo. À retrouver désormais dans vos librairies le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest de Mandjou Traoré. Paru chez l'Harmattan, dans cet ouvrage de 352 pages, l'auteur nous raconte l'insuffisance relative au règlement judiciaire des litiges commerciaux dans l'espace OADA. Ce livre fait également des propositions pour une amélioration significative du cadre. Ce livre fait également des propositions pour une amélioration du cadre normatif et judiciaire du règlement des litiges commerciaux. Et la seconde publication s'intitule La vie d'un métis après les indépendances, un ouvrage de 69 pages édité par Figura Édition. Rémi Mader Diallo, l'auteur, nous parle du parcours d'un enfant métis, ses trajectoires de l'enfance à l'adolescence en passant par l'école à la vie professionnelle, un parcours parsemé d'embûches et de souffrances insupportables. Retrouvez demain Abdul Karim Kaba pour l'édition de 13h à 20h. Vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.